Les présentations. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie, comme tous les jours, de vous accueillir pour cette fois-ci le 15e webinaire depuis le début de ce confinement. Il s'inscrit donc dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé « Dirigeants, préparer la reprise ». Deux informations importantes avant de démarrer. La présentation de Pierre sera partagée. On va vous envoyer un lien pour la télécharger directement. Et ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube dès ce soir ou dès demain matin au plus tard. Voilà, donc pour ce 15e webinaire, je vous disais, et pour la 3e fois consécutive, j'accueille donc Pierre Bon. Vous êtes le président d'Infacto, agence de marketing digital et pragmatique. Et aujourd'hui, vous allez nous dire comment développer sa sphère d'influence avec LinkedIn. Nous avons... Non, aujourd'hui, on n'est pas sur la sphère d'influence, on est sur la friend zone. Pardon. C'est les petits aléas du direct. Vous allez me dire, en effet, comment ne pas se faire, friendzoner sur LinkedIn. Désolée. Nous avons encore donc 45 minutes à passer ensemble et je me ferai le relais des questions que vous pourrez directement poser à Pierre Bon via le chat. Vos micros sont fermés, je vous le rappelle, vos caméras sont éteintes et donc je serai le relais de vos questions. Je vous propose, Pierre, de commencer. Merci Charlène, je suis également ravi de vous retrouver donc aujourd'hui pour ce 3e webinaire. Juste pour préciser ce que disait Charlène à propos de la présentation, deux choses. La présentation en effet sera disponible à l'adresse qui va vous être transmise via le chat, mais qui est affichée également à l'écran ici. Pour tout vous dire, elle n'est pas encore dispo, elle le sera à partir de ce soir ou demain matin. Donc ne vous étonnez pas si vous ne pouvez pas le faire directement à l'issue de cette présentation. Et puis, suite à la semaine dernière, j'ai ouvert le groupe WhatsApp, donc je l'ai ouvert à tous ceux qui voulaient le rejoindre, qui est dédié à l'utilisation de LinkedIn pour le business. Donc, c'est plutôt des questions-réponses. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a même des gens qui ont déjà participé à ce webinaire qui commencent également à donner leurs réponses aux questions des autres participants. Donc, il y a une vraie interaction qui se crée. Je vous ai mis également l'adresse, n'hésitez pas, ça s'appelle LinkedIn Corner. Vous pouvez directement y accéder via ce lien. On accepte tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 3e et dernier webinaire de cette série consacrée à l'utilisation de LinkedIn pour le business. Je vous rappelle un slide, donc je l'ai remis, c'était un des premiers slides que je vous ai présenté il y a maintenant 3 semaines, et qui s'appelait « Les 3 clés de la réussite sur LinkedIn ». Alors pourquoi je vous le représente? Tout simplement pour vous dire que tout ce qui est savoir communiquer sa marque professionnelle, qui était la première clé qu'on a abordée dès la première semaine, donc ça c'est fait. La sphère d'influence, on en a parlé la semaine dernière, et il nous reste aujourd'hui à avoir un point qui est la friend zone, et plus précisément comment savoir où sortir de la friend zone. Alors je vais tout de suite, je vais être assez direct, puisque le terme de friend zone, c'est un terme qui m'est propre, c'est un concept qui est issu de ma propre expérience et des différentes formations que j'ai pu faire sur le sujet. Je vous dis ça parce que si vous allez dans une autre formation ou dans un congrès LinkedIn, comme il en existe beaucoup, et que vous parlez de friend zone, c'est pas dit que tout le monde vous comprenne. Voilà. Par contre, la friend zone, je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. C'est en fait c'est inspiré des relations amoureuses des adolescents. Je vais faire un petit peu de storytelling. Juste, en fait, c'est une idée qui m'est venue dans un train parce que j'écoutais 2 ados. Je revenais de chez un client où j'avais fait une formation LinkedIn et j'étais confronté à ce problème. Finalement, il manque toujours un truc dans les formations LinkedIn et c'est comment je conclus. Et j'écoutais dans le train 2 adolescents qui discutaient à côté de moi d'un 3e et qui disaient il faut connaître énormément de filles, finalement, il est toujours célibataire. Et l'un des deux disait ouais, c'est normal, il est dans la friend zone. Alors, je me suis un peu ça m'a un peu interloqué, je me suis intéressé à ce que c'est. En fait, la friend zone, c'est quand vous avez beaucoup d'amis, que vous avez flashé sur quelqu'un, que
mais que lui, il préfère que vous restiez uniquement amis. Et je me suis dit, Banco, en fait, c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où la plupart des utilisateurs, en tout cas des utilisateurs professionnels et les entrepreneurs, se connectent dans l'idée de trouver finalement des prospects, voire des clients, mais n'arrivent à générer que du contact. Et donc, ce qui est intéressant dans le parallèle, c'est que non seulement c'est le même effet, mais c'est également les mêmes causes. C'est-à-dire qu'on se retrouve coincé dans la friend zone. Alors, on se retrouve coincé dans la friend zone tout simplement quand on ne sait pas envoyer ou décoder des bons signaux à ses contacts. Les envoyer, mais également décoder les signaux qu'on reçoit en retour de la part de ses contacts. Comment je la situe? Je vous ai remis également un des premiers slides qu'on avait vu quand je vous ai expliqué le fonctionnement de LinkedIn, hein, comment on pouvait vendre sur LinkedIn en évoquant les critères de conversion, enfin les notions de conversion. Et je vous expliquais que dans le comportement d'achat, dans le cycle de décision d'un consommateur, en fait, il y avait plusieurs phases, dont les principales étaient les phases de découverte, de considération et d'évaluation. Donc, découverte, c'est la découverte de son besoin, hein, c'est je réalise que j'ai tel ou tel besoin. La considération, c'est quand je vais commencer à lister un certain nombre de solutions potentielles pour répondre à ma problématique. Et l'évaluation, c'est quand je vais comparer les différentes solutions qui s'offrent à moi pour, au final, arriver à une vente. Je vous expliquais également, sur la base de ce slide, que ce qu'Internet avait changé, c'est que 80% de ces décisions d'achat, c'est-à-dire les phases de découverte, considération et évaluation, aujourd'hui se font de façon complètement autonome sur Internet et en grande partie sur les réseaux sociaux. Et que le rôle de LinkedIn, c'était justement de reprendre du leadership commercial pour pouvoir couvrir dans votre prise de parole les phases de découverte, de considération et d'évaluation. Donc, retrouver du contact avec vos clients alors qu'ils sont sur Internet et non pas en contact direct avec vos commerciaux. La friend zone, c'est quand vous faites tout ce qu'on s'est dit sur les 2 derniers webinaires, hein, c'est-à-dire lorsque vous développez votre marque professionnelle, lorsque vous la communiquez, lorsque vous travaillez sur le développement de votre sphère d'influence, le nombre de contacts utiles à votre business. Mais par contre, vous restez, la plupart des gens s'arrêtent là. C'est-à-dire que si vous vous contentez de communiquer votre marque professionnelle et développer votre sphère d'influence, il ne se passera pas grand-chose, tout simplement parce qu'à un moment, il faut conclure et oser conclure. Et ça manque dans toutes les formations LinkedIn auxquelles moi j'ai pu assister et que j'ai délivré fut un temps. Et donc, je me suis posé la question de comment on sort de la friend zone, comment on arrive à générer vraiment, à faire basculer ces contacts du statut d'ami au statut de prospect. Et tout ça dans le but de passer à ce que j'appelle la winning zone, hein, c'est-à-dire les phases d'achat et de recommandation où non seulement vos contacts deviennent des prospects potentiels, des leads, mais également des vecteurs de business via les recommandations qu'ils peuvent faire vous concernant sur les réseaux sociaux. Alors, il y a 5 choses essentielles pour éviter la friend zone. La première, c'est d'avoir quelque chose d'intéressant à dire et j'ajouterais même d'intelligent à dire. Vous savez, quand on est dans un rapport de séduction, finalement, si on n'a pas grand-chose à raconter, on va vite lasser. Et l'une des bases, c'est ce qu'on appelle le WIFM. Alors, ça n'a rien à voir avec la radio. Ça s'écrit WIIFM. Je vais vous en parler juste après, donc je ne vais pas m'étaler. La deuxième chose à faire pour éviter la friend zone, c'est réussir à se faire entendre. Parce que même si vous avez quelque chose d'intéressant à dire, mais que personne ne l'entend, finalement, il ne se passera pas grand-chose non plus. Troisième point, c'est d'être présent. D'être présent, alors pas seulement présent sur LinkedIn, mais présent aux côtés, présent dans le périmètre des personnes qui vous intéressent pour générer du business et que vous avez contacté sur LinkedIn, c'est-à-dire être présent auprès de vos contacts tout au long de leur cycle de décision. Enfin, être entreprenant, eh bien oui, il y a un moment où il va falloir faire un peu plus que publier sur LinkedIn ou être présent sur LinkedIn. Il y a un moment où finalement, il va peut-être falloir se poser la question de raccrocher la souris et décrocher le téléphone. Voilà. Ou, alors je parle du téléphone, mais ça peut être l'email. Ce que je veux dire, c'est que la phase de vente, hein, l'acte d'achat ou en tout cas l'acte
de négociation ou d'argumentation, elle se fera toujours à l'extérieur de LinkedIn. Je vous rappelle également des premières choses que j'ai dit. LinkedIn, c'est pas un site marchand, il n'y a pas de bouton acheter. Donc, pour pouvoir passer à la macro-conversion, l'action de vente, ça va se faire en dehors de LinkedIn et je vous vais apprendre à identifier le moment où il faut raccrocher la souris. Et puis, le dernier point, c'est essayer encore et surtout, chercher à progresser. C'est pas grave si vous vous loupez. Il y a des indicateurs qui existent et que vous connaissez peut-être pas et qui vont vous permettre de mieux comprendre vos performances et pourquoi vous n'arrivez pas à générer des prospects sur LinkedIn. Ceci étant dit, je vous propose de commencer avec le premier point qui est avoir quelque chose, alors je vais changer le slide, quelque chose d'intelligent à dire. Pour votre information, les slides que je vous présente ici, vous en avez la primeur, parce que c'est des choses que je fais évoluer en permanence. Et pour notre rendez-vous, j'ai décidé de rajouter des choses qui me manquaient encore. Je pense que les prochains auront encore plus de choses, mais bon, ça, vous pourrez rattraper la session via le groupe WhatsApp. Pardon. Donc, avoir quelque chose d'intéressant à dire, c'est la base de toute relation. Et je vais vous expliquer ce qu'est le WIFM, ou le WYIIFM. Donc, ça n'a rien à voir avec la radio. C'est en fait un acronyme anglais qui veut dire « What is in for me ?» Qu'est-ce que j'y gagne? Et ça doit être votre principe. Vous devez prendre ce principe du WIFM comme un principe fondamental de toute relation sur LinkedIn. J'ai mis un exemple pour vous l'illustrer. Finalement, ce qui intéresse les gens, c'est beaucoup moins ce que vous vendez que ce qu'ils vont gagner à être en contact avec vous, que ce qu'ils vont gagner à établir une relation avec vous, à vous écouter, à vous accorder du temps. Et donc, pour illustrer ça, je vous ai mis un exemple. Vous avez deux façons de prendre la parole sur LinkedIn. La façon que la plupart des gens utilisent, c'est de faire la promotion de vos produits, de ce que vous avez à vendre. Grosso modo, c'est faire sa propre publicité. Dans mon cas, par exemple, ça pourrait être « je vends des sites Internet ». Et ça revient à parler de soi. Or, ce qui intéresse les gens, c'est le bénéfice que vous allez générer, le bénéfice qu'ils vont obtenir par cette relation avec vous. Et ce bénéfice-là, pour l'obtenir, en fait, il faut, pour qu'ils en prennent conscience, il ne faut pas parler de soi, mais parler de vous, parler de son contact. Donc, l'exemple qui est là, c'est d'un côté, et ça, c'est l'exemple à ne pas suivre, c'est s'exprimer, avoir une prise de parole qui consiste à dire je vends des sites Internet. Alors après, je peux raconter qu'ils sont super bien faits, etc. etc. Mais finalement, c'est le bénéfice qui fait la vente et pas les caractéristiques. Et puis, d'un autre côté, axer vraiment ma prise de parole sur le bénéfice, plutôt que de dire je vends des sites Internet, je vais axer sur faire de votre site Internet un aspirateur à libre. Et là, on est dans une démarche qui est complètement différente parce que, en fait, et c'est le sujet du prochain slide, je mets en pratique, si je suis dans cette prise de parole-là, un autre fondamental qui est de dire que finalement, la valeur de la relation que je vais créer sur LinkedIn est égale à ce que cette relation va apporter à la personne. Donc, plus je vais apporter à la personne avec qui je rentre en contact, par rapport à une problématique précise sur laquelle j'ai un positionnement légitime, plus cette personne va attribuer une valeur forte à la relation. Et là, très clairement, dès le départ, je me positionne dans une situation où j'ai déjà une partie en fait, je capte la préférence de la personne, toujours en relation avec des thématiques sur lesquelles j'ai une légitimité. Et c'est pour ça que je vous ai remis ce slide où, pour vous illustrer ce qui est le WIFM en pratique, mais surtout ce qui est la prise de parole sur LinkedIn. Mais c'est vrai également sur la plupart des réseaux sociaux, à partir du moment où vous les utilisez à titre professionnel, c'est que votre prise de parole doit être à la croisée entre votre domaine d'expertise. Vous allez vous exprimer sur un domaine dans lequel vous êtes expert, dans l'idée
d'aller répondre à une problématique client. Et j'ai déjà utilisé cette expression, mais ce qu'il faut bien l'ancrer, c'est que finalement, les socionautes, les internautes en général, mais les socionautes en particulier, et les socionautes à un usage professionnel, donc les utilisateurs des réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, sont sur les réseaux sociaux dans l'idée de trouver des réponses. Donc, s'ils ont des questions, la valeur de la relation que vous allez générer passe par la valeur des réponses que vous allez pouvoir leur apporter. Alors, reste une question fondamentale finalement, quelles questions peuvent se poser les gens par rapport à mon domaine d'expertise? Il y a trois questions principales. La première, c'est pourquoi. La seconde, c'est comment. Et la troisième, c'est avec quoi. Et la mise en pratique de ces trois questions, l'identification de ces trois questions, en fait, va déterminer ce qu'on appelle votre ligne éditoriale, c'est-à-dire votre prise de parole sur LinkedIn. Je vais résumer en reprenant l'exemple du site Internet. Admettons que j'aille sur LinkedIn dans l'idée de trouver des clients pour ma production de site Internet. Donc, la thématique sur laquelle je vais m'exprimer, bien entendu, c'est la thématique des sites Internet. Je ne vais pas commencer à aller parler, je ne sais pas, de développement personnel ou autre. Je vais rester ciblé sur les sites Internet et je vais décliner le sujet des sites Internet sous trois angles qui sont la fameuse question du pourquoi. Pourquoi votre site Internet ne génère pas de leads? Et là, je ne suis pas du tout dans l'idée de dire je vends des sites Internet, mais je suis plutôt dans l'idée de commencer à vous donner une contribution, c'est-à-dire commencer à vous apporter de la valeur ajoutée. En parallèle, le fait de communiquer sur ce sujet avec cette question du pourquoi, ça répond à un objectif marketing qui est celui de créer le besoin chez la personne. Admettons que vous soyez entrepreneur et que vous ayez un site Internet, comme beaucoup, ce site Internet, finalement, c'est une habitude, mais il ne vous génère pas grand-chose. Le fait que quelqu'un mette le doigt là où ça fait mal, ça va vous inciter à venir lire le reste de la publication et donc à vous intéresser à la valeur ajoutée que cette personne peut vous apporter. Donc ça, c'est le premier niveau de communication, c'est répondre, enfin, le premier type de publication que vous devez mettre en œuvre, c'est répondre à la question du pourquoi. La deuxième question, c'est la question du comment. Comment? Alors, si je reprends l'exemple du site Internet, première question, pourquoi votre site Internet ne génère pas de lead? Donc, je réponds à une problématique, je mets le doigt sur une problématique client. Deuxième niveau de lecture, c'est comment convertir vos visiteurs en prospects. Et donc là, je suis vraiment dans la réponse à la problématique. Alors, attention, quand je dis comment faire les choses, apporter du contenu et de la valeur ajoutée sur le comment, c'est pas comment les gens doivent faire les choses, mais plus ce qu'ils doivent faire pour résoudre leurs problématiques. Si vous leur dites comment résoudre leurs problématiques, finalement, ils ne vont plus avoir besoin de vous. Donc, il y a toujours un équilibre et une limite à trouver pour rester dans une relation qui est une relation commerciale et pas une relation gratuite. L'avantage de traiter le sujet du comment, c'est que ça va vous permettre de travailler sur le troisième point, qui est celui de la considération. Le deuxième point, pardon, qui est celui de la considération. Le fait de parler, de dire aux gens comment ils peuvent résoudre leurs problèmes, ça vous positionne comme une réponse légitime à leurs problématiques. Et le troisième point, c'est la question du avec quoi. Donc, pourquoi vous avez ce problème? Comment vous pouvez le résoudre? Et avec quoi vous pouvez le résoudre? Et là, on est beaucoup plus dans du concret. Et le fait d'apporter une réponse qui soit une réponse concrète, ça permet, dans un objectif marketing, de répondre à la troisième obligation, qui est de gagner la préférence. Et vous voyez qu'en fait, on recoupe avec un des slides précédents. Alors, je vais remonter un petit peu dans la présentation, qui était celui-ci, qui était de dire, en fait, je vais couvrir, en ayant ce genre de publication, je vais rebalayer et recouvrir toute la phase de découverte, de considération et d'évaluation. Mais comme les gens donc l'idée, c'est que les gens aient des réactions, d'être en mesure de générer des réactions et des interactions sur mes publications. Et en fait, ces interactions, elles vont avoir un gros intérêt si je publie dans cet ordre, qui est du pourquoi, comment, avec quoi. C'est simplement en fonction du type
de publication à laquelle les contacts, des contacts de mes contacts, en tout cas les membres de LinkedIn, vont réagir, je vais pouvoir les situer dans leur parcours de décision d'achat. Concrètement, une personne qui va commenter ou réagir à la publication qui répond au pourquoi, c'est une personne qui n'en est encore qu'en phase de découverte. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'en est qu'au tout début de son cycle d'achat. Et donc, dans ce contexte-là, votre rôle, si vous voulez en faire un prospect et un client, ça va être de l'amener progressivement à avancer dans son cycle d'achat, de passer de la phase, donc de lui amener de la valeur ajoutée sur ces 3 dimensions qui sont le pourquoi, le comment et le avec. Au même titre, une personne qui va réagir au deuxième niveau, hein, c'est-à-dire qui va vous mettre un commentaire, un like ou autre sur la question du comment, c'est une personne que vous pouvez déjà considérer comme un peu plus avancée dans sa prise de décision, puisque c'est une personne qui sera en phase de considération. Donc, elle est déjà dans le choix et dans la qualification de solutions potentielles à sa problématique, ou en tout cas dans la recherche de solutions potentielles à sa problématique. Et puis, la dernière question, hein, qui est le avec quoi, où là, vous allez vraiment commencer à communiquer sur des choses plus concrètes et bien entendu orientées sur vos produits et les solutions que vous avez à vendre. Là, tout simplement, les gens qui vont réagir sur ce type de publication, vous pouvez d'ores et déjà les considérer comme des gens qui sont quasiment en phase d'achat. C'est des gens qui sont en phase d'évaluation. Et donc, tout l'enjeu pour vous est de les amener et de gagner leur préférence pour pouvoir, derrière, passer cette fameuse barre de la friend zone et rentrer dans la phase de la winning zone. Donc, dès le départ, dès que vous commencez à publier, en fait, quand vous publiez sur une thématique, il faut bien comprendre que publier un truc une fois sur une thématique, ça ne marche pas. Il faut au minimum 3 niveaux de contenu pour répondre aux 3 questions qui sont le pourquoi, le comment et le avec quoi, de telle façon à couvrir les différentes phases de la décision d'achat. Charlène, est-ce qu'on a des questions? Charlène. Pardon. Oui, Charlène. C'est pas grave. On a une première question. Je la remets, elle était un petit peu en haut. Je ne voulais pas vous couper. Alors, c'est un petit peu trop précis peut-être, mais comment savoir qui suit ma page entreprise? C'était une question suite aux 2 premières présentations que vous avez fait, Pierre. Et une autre question plutôt qui pourrait intéresser plus de monde. Vous êtes très nombreux connectés avec beaucoup de questions, donc je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais devoir forcément trier un petit peu. Katia nous demande quelle fréquence pour faire paraître, partager des informations. C'est quelque chose que vous avez déjà dit, mais… Ouais, alors il n'y a pas de règle absolue. La règle, c'est le fondamental, c'est la qualité du contenu et la valeur du contenu. En fait, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est la valeur ajoutée que vous apportez dans vos publications. Si vous publiez uniquement pour publier et faire acte de présence, finalement, ça a très peu d'intérêt. Moi, je vous conseille plutôt de publier moins, mais avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Si vous regardez mon profil, j'ai très peu publié ces derniers temps parce que je n'avais pas le temps de générer suffisamment de valeur ajoutée. Maintenant, le fait de publier pour dire on a reçu un nouveau stagiaire, je crois que c'est l'exemple que j'avais évoqué déjà la dernière fois, ça a finalement très peu d'intérêt, tout simplement parce que ça n'apporte rien à votre contact et en tout cas ça ne permet. Alors il y a des gens qui vont liker, hein, on sait que même sur LinkedIn, hein, les photos de petits chats, c'est comme le calendrier des PTT, ça amène beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Mais finalement, c'est pas une plaisanterie, hein. C'est une statistique réelle. Voilà. Mais finalement, c'est pas des likes ou des commentaires qui vous permettent de qualifier un prospect ou en tout cas qui sont utiles dans une logique de business. Donc, si vous êtes vraiment dans cette logique de trouver les prospects et de générer du lead via LinkedIn, mieux vaut vous concentrer sur des contenus à valeur ajoutée. Après, si vous êtes dans la possibilité de publier 2 à 3 fois par semaine des choses intéressantes, pour moi, c'est le bon rythme parce que derrière, il y a quand même du travail et c'est ce que je vais vous expliquer. Alors, Pierre, j'ai une question. Enfin, beaucoup me demandent est-ce que ces 3 éléments s'expriment dans 3 publications distinctes ou dans une seule, dans un même article, par exemple? Alors, elles peuvent être l'objet de 3 publications distinctes
en tout cas, le comment et le avec quoi, forcément, c'est des publications distinctes. D'accord? Le pourquoi est intéressant à traiter. Maintenant, vous pouvez l'utiliser comme accroche de votre publication. Par exemple, si je fais une publication sur comment convertir vos visiteurs en prospects, donc par exemple, j'ai écrit un article de blog et je vais le partager, je vais peut-être commencer ma publication, vous savez, l'accroche, hein, la phase d'accroche, par pourquoi votre site internet ne génère pas de leads. Et la réponse est parce que vous ne pouvez pas, parce que votre site internet n'est pas conçu pour convertir, donc comment convertir vos visiteurs en prospects. Et là, vous avez la réponse, donc cliquez pour aller voir l'article. D'accord. On a une question de On Pascal va là, revenir qui est intéressante. Il nous demande comment évaluer la valeur ajoutée de ces contenus et se débarrasser du réflexe. Ce que je sais, tous les acteurs du métier doivent le savoir. Alors, ce que vous savez, tous les acteurs du métier doivent le savoir, oui et non, parce qu'on a tous des niveaux de maturité différents. Ensuite, attention, parce que si vous partez de ce principe-là, ça veut dire que vous n'avez aucune proposition de vente unique. Ça veut dire que finalement, pourquoi vous faites ce métier? Il y a bien des choses que vous apportez forcément une valeur ajoutée dans ce que vous faites au quotidien. Et c'est ça qu'il faut savoir communiquer. Voilà. Je sais pas exactement comment répondre à ces questions, mais je pense que ça passe de toute façon. Ou si, c'est même la réponse. La réponse, c'est que de toute façon, ça passe par l'étude de vos personas. C'est un des points qu'on a étudié, dont on a discuté lors du précédent webinaire. Si vous connaissez bien vos clients, vous connaissez bien sa problématique et vous savez également les questions qui se posent. Maintenant, je vous ai préparé un petit bonus pour savoir quelles questions vos clients se posent et donc quels sont les contenus pertinents et qui ne sont pas dans le domaine de tout ce que… Si les gens se posent ces questions-là sur Internet, ça veut dire qu'ils n'ont pas la réponse. Voilà. Ok. Donc, je vais avancer et Et je vais vous donner ce bonus. juste peut-être la dernière question, après je vous laisse continuer, de Katia qui nous dit qu'en est-il pour les nouveaux projets gagnés par l'entreprise, par exemple? Doit-on en parler sur LinkedIn ou pas, selon vous? Oui, on peut en parler. Par contre, ça ne doit pas être l'essentiel ça doit pas être l'essentiel de l'activité. Des publications. Dans les, ouais, dans les, dans une argumentation commerciale, il y a en fait il y a 6 leviers de persuasion. D'accord. Je vous invite à voir d'ailleurs si vous avez l'occasion de regarder les 6 leviers de persuasion de Cialdini. Alors ça s'écrit Cialdini, ça s'écrit Cialdini. C'est quelqu'un qui a identifié de façon très précise comment construire une argumentation commerciale. Et dans ces leviers d'argumentation commerciale, il y a notamment ce qu'on appelle la preuve sociale. Le facteur, alors on peut appeler ça la preuve sociale, on l'appelle aussi facteur de réassurance. Et le fait de communiquer sur des projets, c'est un facteur de réassurance. Donc ça rentre dans un élément d'argumentation. J'ai été clair ou un peu confus? Je pense que c'est assez clair. Écoutez, il y a de nombreuses questions. On peut vous laisser poursuivre, Pierre, et puis on les reprendra peut-être un peu plus Ouais. tard. Allez. Oui, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le Dans le groupe chat, en WhatsApp, effet, hein. on ne pourra pas répondre à tout. Voilà. Donc, 3 niveaux de contenu, pourquoi, comment, avec quoi. L'idée étant de réussir à qualifier la maturité de son interlocuteur, de son contact quant à la décision d'achat. Est-ce qu'il est en phase de découverte, en phase de considération, ou est-ce qu'il est déjà en phase d'évaluation? Voilà, je vous ai mis un petit exemple. Alors, j'ai pas résisté. C'est un schéma que j'ai fait au tableau pour expliquer ça à un de mes clients. Si on voulait résumer tout ce que je viens de vous dire, donc pourquoi, comment, avec quoi, en fait, le principe, c'est si vous voulez vendre des échelles sur Internet, commencez par creuser un trou. Donc, la première phase pour attirer un prospect et pour être très clair dans la relation et vos intentions, c'est d'aller créer le besoin.
Une fois que vous avez créé le besoin, à vous d'apporter la solution. Donc, 3 phases. Hein. La phase d'attirer l'attention, ça, c'est le fait déjà de publier, de prendre la parole. La phase de création de besoin, c'est traiter du pourquoi. Et apporter la solution, c'est le comment et le avec quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, je vous disais tout à l'heure, il y a une façon très précise d'identifier. Il y en a 2. Alors, je vous en ai mis 2. Hein, c'est des solutions gratuites. D'identifier les questions que les gens se posent sur des problématiques précises. Je vais vous en donner un exemple. Il y a le site 1.fr que j'ai déjà évoqué dans un autre contexte, et puis il y a le site Answer the Public. Alors moi, je préfère 1.fr. Après, chacun ses préférences. Juste, je vais vous montrer donc 1.fr. On va voir ici. Donc ça s'écrit 1, le chiffre 1.fr. Voilà, donc vous devez l'avoir à l'écran. Et vous voyez que en haut, dans le menu, vous avez idées de contenu. Donc si je clique dessus et que je marque par exemple les LinkedIn, je veux vendre des formations sur LinkedIn. Qu'est-ce que les gens cherchent à propos de LinkedIn? Donc je tape LinkedIn, je fais Go. Et là, je vais avoir toutes les questions que les gens se posent à propos de LinkedIn. Alors là, on est sur une version gratuite. Hein. D'accord. Sur les premières, elles sont classées par ordre d'importance. Et vous voyez qu'une des premières questions que les personnes se posent, c'est comment prospecter sur LinkedIn, pourquoi utiliser LinkedIn, etc. Donc, on est déjà dans cette logique de pourquoi, comment, et le quand publier sur LinkedIn pourrait être le avec quoi. OK? Donc, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, finalement, comment éviter de tomber dans le travers de ce que chez tous les gens du giron professionnel le savent aussi. Finalement, il suffit peut-être juste d'utiliser ce genre d'outils pour identifier les bonnes questions, puisque si ces questions sont posées sur Internet, c'est que les gens n'ont pas la réponse. Voilà. Et donc, ça va forcément avoir un gros impact sur la qualité et la pertinence de votre communication. Alors, je reprends le fil de la présentation. Donc, il y a 1.fr. Il y en a un autre qui s'appelle Answer the Public, qui est beaucoup plus esthétique comme site, mais moi, je trouve beaucoup moins convivial à travailler. En tout cas, il est peut-être trop fourni pour ce genre d'utilisation. Après, une fois qu'on a identifié les bonnes questions, qu'on est bien conscient qu'il faut décliner suivant ces 3 axes, si vous téléchargez la présentation, je vous ai mis quelques idées de format qui correspondent à chacune des formes, à chacune des étapes. Sur la phase de découverte, c'est les choses qui vont bien, c'est publier des articles, c'est tout ce qui est petites vidéos en motion design, vous savez, ces vidéos sous forme d'espèces de dessins animés qui permettent d'envoyer des messages assez rapides. Les infographies aussi, ça marche bien sur la phase de découverte pour créer le besoin. Tout ce qui est rapport d'études, etc. Sur la phase de considération, c'est-à-dire au moment où les gens sont déjà dans la recherche d'une solution, hein, en tout cas de différentes solutions possibles à leur problématique, publier des e-books, faire la promotion d'e-books, de checklists, utiliser des vidéos, là encore, utiliser des études de cas, en tout cas, appuyer ces publications sur ce genre de support, c'est toujours très, très pertinent. Et puis, sur la phase d'évaluation, pour vraiment faire basculer, en fait, les gens qui vont chercher à se renseigner sur une solution, c'est les gens qui sont déjà quasiment à l'acte d'achat. Voilà, ils ont pris la décision d'acheter. Maintenant, est-ce que je vais plutôt acheter? J'ai identifié 3 solutions. Est-ce que je vais prendre la solution A, la solution B ou la solution C? Et dans ce cadre-là, il y a des formats qui marchent très très bien. C'est par exemple faire la promotion sur LinkedIn, non pas de vos produits, mais des webinars qui vont venir présenter les bénéfices de telle ou telle solution que vous proposez, que ce soit un produit ou que ce soit un service, tout ce qui est session de démonstration, d'essai et consultation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ne faites pas la communication de vos produits, mais faites plutôt la communication d'événements qui vont permettre d'événements ou de supports, etc., qui vont permettre de démontrer le bénéfice à l'usage de vos produits ou de vos services. Voilà. La question, c'est ce qu'on me pose à ce moment-là, c'est souvent où trouver du contenu. Le contenu, il en existe plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle du contenu
syndiqué, c'est-à-dire que c'est du contenu qui existe déjà ou de l'agrégation de contenu. C'est du contenu qui existe déjà sur Internet et qui répond à ces problématiques-là. Je vais vous donner un exemple. Si on considère par exemple que vous êtes une société qui fait de la sécurité informatique et que vous avez un super produit pour protéger contre l'hameçonning, donc le fait en fait de vous être crypto-locké, hein, c'est-à-dire on prend vos données en otage. C'est inutile d'aller créer un contenu de toutes pièces. Il y en a des milliers qui existent sur Internet et qui sont aujourd'hui super pertinents dans l'idée d'aller créer le besoin chez les personnes. Par exemple, un contenu, je veux vendre ce genre de solution et je prends la décision de communiquer sur l'idée de pourquoi le cryptolocage n'est pas simplement, enfin pourquoi même les PME sont concernées par le cryptolocage. Et en fait, des articles qui répondent à cette question, je vais en trouver pléthore sur Internet. Alors, je vous ai mis ici l'adresse d'un site qui est ce qu'on appelle une plateforme d'agrégation de contenu qui s'appelle Scoopit, que vous pouvez également utiliser dans une version gratuite. Alors, bien entendu, il y a aussi une version payante qui est beaucoup plus étoffée, mais le principe sur des plateformes d'agrégation comme Scoopit, c'est que vous allez déterminer un certain nombre de thématiques qui vous intéressent. Tout à l'heure, je parlais de site internet. Maintenant, je viens de parler de cryptolocage. Alors, je ne fais pas de cryptolocage, hein, c'était juste un exemple. Donc, vous allez rentrer en fait les grandes thématiques que vous allez identifier comme des problématiques pour vos clients. Et ce type de plateforme va aller chercher tous les articles qui existent sur Internet pour traiter de ces sujets-là. Donc, en fait, c'est comme des revues de presse industrialisées, puisque vous pouvez définir que toutes les semaines, tous les jours ou tous les mois, Scoopit, par exemple, vous envoie des propositions d'articles sur des thématiques que vous avez prédéfinies. Voilà. Je vous donne Scoopit, mais il en existe d'autres. Hein. Pierre, on a une question, Pierre, de Jocelyn à ce sujet-là, qui nous dit que est-ce que le partage de liens ne réduit pas la visibilité de nos posts? On va en parler. Parfait. On va en parler parce qu'il y a une subtilité, en effet, oui. Il y a une subtilité. J'avance, excusez-moi, mais je me rends compte que je suis très bavard. Donc, concernant les contenus, la meilleure solution, c'est quand même souvent, en tout cas pour définir votre image d'expert, donc sur les réponses au comment et au pourquoi, c'est souvent de publier des contenus originaux. Alors, si vous n'avez pas de site internet ou si vous n'avez pas de blog dans votre site internet, si c'est compliqué, etc., vous avez toujours la possibilité d'aller rédiger les articles directement dans LinkedIn. Je vous montre rapidement comment. Vous voyez qu'ici, quand j'arrive sur mon profil LinkedIn, la première chose qu'on me propose dans le fil d'actualité, c'est commencer un post. Donc, attendez, si Pierre, on n'y est pas encore. Ah, vous n'y êtes pas encore, excusez-moi. Voilà, ça y est, votre page LinkedIn est affichée. Donc, sur la première chose qu'on me propose quand j'arrive sur mon fil d'actualité LinkedIn, c'est de commencer un post. Si je fais un post, c'est une publication, hein, simplement, qui va venir s'afficher dans le fil d'actualité. Mais vous avez également, juste en dessous, la possibilité d'écrire un article. Et si vous utilisez cette fonctionnalité, en fait, vous créez un blog, c'est un blog dans LinkedIn. Et vous écrivez des articles de blog dans LinkedIn, donc vous pourrez faire la promotion après dans votre fil d'actualité. Donc voilà, tout ça pour vous dire, vous ne limitez pas au fait, oui, mais je ne sais pas de site internet, je ne peux pas écrire de contenu originaux. Il y a toujours des solutions, et puis un blog ou un site internet, ça se fait assez rapidement. L'important, pas tellement la forme, c'est surtout le fond des contenus que vous publiez. Maintenant, c'est bien de publier des contenus à valeur ajoutée pour deux raisons donc, que je vous évoquais. La première, c'est de répondre à la question, c'est engager un rapport d'intérêt avec vos contacts, puisque vous allez leur apporter de la valeur ajoutée. Donc, ils ont de la valeur ajoutée, ils trouvent une valeur à la relation que vous allez créer avec eux au travers de LinkedIn. Et pour vous, ça a un autre intérêt que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'en fonction du type de contenu à laquelle les personnes réagissent, vous allez pouvoir qualifier l'étape
en tout cas la maturité dans leur décision d'achat. Voilà. Maintenant, c'est bien de faire ça, mais l'étape d'après, c'est de vous faire entendre. C'est-à-dire que publier des trucs que personne ne voit, bah, finalement, ça a très peu d'intérêt. Donc, pour vous faire entendre, et je vais répondre à la question de Jocelyn dans cette partie-là, pour vous faire entendre, il faut donner de la visibilité, une visibilité maximum à vos publications. Et je vous ai dit que par défaut, ce que vous publiez sur LinkedIn, tous vos contacts ne voient pas. Il y a uniquement 4 à 10% de vos contacts qui le voient. Personne, je dis bien personne, et moi pas plus qu'un autre, ne connaît le contenu exact de l'algorithme de LinkedIn. Vous imaginez que si c'était le cas, ça serait fantastique. Par contre, les retours d'expérience, l'utilisation, les habitudes d'utilisation qu'on a pu dire, et surtout en partageant les retours d'expérience, permettent aujourd'hui de définir en fait 4 grands facteurs de l'algorithme de LinkedIn qui vont vous donner plus ou moins, de visibilité à ce que vous publiez. Le premier, c'est le crédit social. Je ne vais pas m'attarder dessus, je suis déjà rentré, j'en ai déjà parlé précédemment, mais je crois que j'ai quand même un slide dessus. Donc le crédit social, en fait, c'est le pourcentage de diffusion que LinkedIn vous attribue par défaut. Voilà, à partir du moment où vous publiez et qui varie de 4 à 10%. Le deuxième point, c'est l'engagement. Quand vous publiez quelque chose et que vous obtenez des interactions sur votre publication, vous allez augmenter la diffusion parce que LinkedIn va juger que s'il y a des interactions, finalement, c'est que c'est un contenu qui est intéressant et donc va forcer la diffusion, va augmenter la diffusion de ce contenu. Et puis, le troisième point, c'est la qualité de ce que vous publiez. La qualité de vos publications est plus ou moins importante selon ce que vous publiez, mais surtout, elle a quand même, voilà, c'est quand même le troisième facteur et ça influence quand même fortement les résultats que vous pouvez avoir. Moi, j'ai fait le test, 2 publications identiques avec des qualités différentes, mais je vais vous donner les critères de qualité. Vous obtenez pas du tout les mêmes résultats de diffusion. Voilà. Donc, pour ce qui est du crédit social, qui est le premier point, il y a 4 éléments qui vont influencer que vous soyez plus proche des 4% ou des 10%. Là encore, c'est pas LinkedIn qui m'a appelé en me disant tiens, tu peux dire ça dans tes formations. C'est vraiment du retour d'expérience et d'analyse. Donc, en fait, le premier point, ça va être la qualité de votre profil. On l'a vu, c'était l'objet du premier webinaire. Plus vous serez proche du statut d'expert absolu, donc plus votre profil sera renseigné de façon qualitative, plus vous aurez de visibilité au sein de la plateforme. Le deuxième point, c'est la fréquence des contributions. Quelqu'un qui ne participe pas, qui est quasiment jamais sur LinkedIn, etc., et quelqu'un qui aura très très peu de reach, en fait. Ce qu'on appelle la portée de vos publications, ça s'appelle le reach. Et en fait, le reach est impacté par vos usages, par votre usage et vos habitudes d'usage, c'est-à-dire la fréquence de vos contributions. Si vous êtes visiteur de LinkedIn mais que vous n'interagissez jamais avec les autres, finalement, on ne va pas vous donner beaucoup de part à la voix. Le troisième point, j'en ai parlé, mais c'est aussi un critère à part entière, c'est la qualité des contenus. Sur le long terme, est-ce que vous publiez plutôt des contenus intéressants? Et dernier point du crédit social, c'est l'engagement que vous obtenez à moyen terme. Est-ce que sur l'ensemble des dernières publications que vous avez faites, est-ce que vous avez généré de l'intérêt? Est-ce que vous avez obtenu des interactions, etc., etc. LinkedIn va le prendre en compte pour définir un peu ce qu'on pourrait appeler vos habitudes d'usage sur LinkedIn et vous attribuer ce qu'on appelle un crédit social, donc qui varie entre 4 et 10%. Et plus vous serez haut dans les différents items que je viens de citer, donc la qualité, la fréquence, la qualité du contenu et l'engagement obtenu, plus vous serez proche des 10%. Maintenant, avec 10%, vous ne touchez pas 100%, et l'objectif, c'est donner encore plus de visibilité à ce que vous publiez que le simple cercle de vos seuls contacts. C'est-à-dire que si vous avez 100 contacts, comment vous arrivez à toucher 1000 personnes? C'est ça la vraie question. Alors par rapport à ça, ça passe déjà par l'engagement. Je vous ai dit, plus vous obtiendrez d'engagement sur vos publications, plus LinkedIn vous donnera des vues. Et donc ça, c'est le
facteur de l'algorithme, mais en plus, les contacts de vos contacts verront qu'ils ont liké, commenté ou autre. Enfin, 10%, hein, entre 4 et 10% des contacts de vos contacts verront que votre contact a liké, commenté ou pas votre publication. Donc, plus vous obtenez d'interactions, plus vous obtenez de vues. Moi, je situe environ le gain à 100 vues par interaction, que ce soit du partage, du commentaire ou du like. Maintenant, pour obtenir de l'engagement, il y a une méthodologie. Bien entendu, c'est le nombre de vues et d'engagement qui compte, mais surtout le type d'engagement aussi. Mais ça se joue au niveau de l'accroche. Votre accroche, ce que j'appelle l'accroche, c'est le message qui va accompagner ce que vous publiez. Il y a le contenu lui-même que vous allez partager, mais il y a aussi tout ce que vous allez raconter pour attirer l'attention sur ce contenu-là. Et ça doit répondre à une structure qu'on appelle une structure AIDA. A comme attirer l'attention, I comme éveiller l'intérêt, D comme faire naître le désir, et A, le dernier A est hyper important, l'appel à l'action, appeler à l'action. Donc, pour attirer l'attention, moi, je vous conseille de commencer par une question. Ça marche très, 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 très bien. Faire naître le désir, c'est en donner suffisamment sur de quoi il est question, mais pas assez pour répondre à toutes les questions que la personne… En fait, c'est faire naître des questions à la personne. Et puis, faire passer à l'action, c'est demander aux gens ce qu'ils doivent faire. L'erreur que font la plupart des gens qui communiquent sur LinkedIn, c'est communiquer soit en échangeant du contenu, mais sans accroche. Je vais prendre un article, je vais partager l'article comme ça, ou je vais repartager le contenu de quelqu'un d'autre, mais sans apporter mes propres commentaires, donc sans rentrer dans cette structure AIDA, et surtout sans rien demander, sans demander aucune action en retour de cette contribution. Et donc, si vous demandez Pierre, rien aux gens, oui. Pardon, excusez-moi, tout le monde me demande dans le chat là. Et le I de AIDA, c'est… Alors, A comme attention, I comme intérêt, D comme intérêt, désir voilà. et A comme action. Oui. C'est le I, tout le monde se demandait le I. Merci. I, c'est intérêt, éveiller l'intérêt, faire naître l'intérêt. Voilà. Et l'appel à l'action, bah, si vous ne demandez rien aux gens, bah, finalement, ils ne feront rien. Allez, je vous donne un petit truc. Je vous donne un site internet qui s'appelle Copywriting Practical. C'est en fait un générateur d'accroche. Alors là, pour le coup, c'est juste la première phrase. C'est des titres. Comment vous pouvez titrer vos contenus, comment vous pouvez titrer vos accroches. C'est plutôt bien fait, mais bon, je vais pas trop faire la promotion du truc, j'ai pas le temps. J'aurais voulu vous montrer comment ça fonctionne. Grosso modo, il y a 7 questions à laquelle vous répondez et il vous sort 47 phrases. Voilà, qui sont écrits qui répondent aux règles de ce qu'on appelle le copywriting, c'est-à-dire aux règles d'attention d'écriture en tout cas sur le web en général. Maintenant, dans votre accroche, il y a 2 trucs qui peuvent vous permettre également de trouver plus d'écho. C'est la fonction arrobase. Vous savez, quand vous tapez arrobase sur LinkedIn, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez mon écran LinkedIn? Pas encore. Pas encore. Vous me dites go, Charlène? Je vous dis. Connexion est pas super aujourd'hui, Pierre, avec… Ouais, je suis désolé. Ça arrive. Ok. Là, vous devez voir, en fait, j'ai été sur créer un post. Si je rédige mon post, alors je vais taper n'importe quoi, et dans ma phrase, je mets arrobase. Le simple fait de mettre arrobase, vous voyez à l'écran, va me proposer un certain nombre de personnes. Et donc, je vais choisir des personnes que je veux citer, par exemple, dans cet article, ou à qui je vais demander un avis, etc. En tout cas, des personnes dont je veux absolument qu'ils sachent que j'ai publié cet article-là. Et le simple fait de les rattacher, par ce biais-là va me permettre, voilà, en fait, va faire que ces personnes-là vont voir ma publication. Donc, de façon un peu artificielle, le simple fait d'utiliser l'arrobase va signaler à ces personnes-là que je les ai nommées dans une publication. Mais au-delà de ça, ça va signaler aussi à leurs contacts
qu'ils ont été, ils apparaissent dans une publication. Donc, ça va donner un écho supplémentaire, en fait, à ma propre publication en utilisant, de façon un peu détournée, le réseau d'autres personnes. La deuxième fonction qui vous permet de gagner en visibilité ou de donner la visibilité, de trouver de l'écho, c'est la fonction hashtag. Le hashtag, en fait, va vous permettre de rattacher votre conversation à une thématique. Donc, par exemple, si là j'écris hashtag LinkedIn, toutes les personnes qui taperont LinkedIn dans la barre de recherche verront apparaître ma publication dans les propositions de conversation qui se rattachent au mot-clé LinkedIn. Voilà. D'où l'intérêt de bien choisir ces hashtags et pas forcément d'en mettre des quantités. Et vous, voilà. Et en fait, pour choisir vos hashtags, vous avez, quand vous êtes sur votre profil, dans la colonne de gauche, vous avez des indications de hashtags. Alors ceux que vous utilisez, vous avez utilisés récemment, mais également des hashtags que vous suivez et les hashtags qui sont les plus performants. Voilà. Si vous faites en découvrir plus, vous allez avoir les hashtags les plus performants sur LinkedIn. Ça peut vous donner des idées pour aller rattacher votre conversation à ces hashtags-là. Je reviens sur le fil. Pierre, oui. Excusez-moi, est-ce que ça marche aussi pour les marques, les hashtags, là, nous demande Marie? Ça marche pour les marques. À partir du moment où c'est un mot-clé, oui, bien sûr. Ok. En fait, le hashtag, c'est une façon de rattacher un post à un mot-clé. Ok. Ou en tout cas, à une conversation. Est-ce qu'on a une liste? Est-ce qu'on peut trouver quelque part une liste, Pierre, de hashtags? Oui, c'est ce que je vous montrais, c'est sur le côté gauche de votre profil. On l'a pas vu. Ah, pardon. Quand vous êtes sur votre profil, sur votre fil d'actualité, sur la gauche, en fait, vous avez des indications de hashtags. Alors, il y a les hashtags que vous avez utilisés, il y a les hashtags que vous suivez, mais il y a également, si vous cliquez sur Découvrir plus, vous allez avoir la liste des hashtags les plus suivis, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ok. Je continue. Le visuel. Donc, parmi les critères de qualité qui vont influencer la diffusion de vos posts, il y a le choix du visuel. Je vous ai mis ici un exemple. C'est deux publications qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Simplement, vous voyez qu'il y a une publication qui a 30 likes, d'accord, et qui a 3600 vues. Hein, donc, on est bien, on est à peu près dans les interactions que vous citez, hein, 100 vues par like. On va résumer ça comme ça. Par contre, à côté, vous avez une publication qui a plus de likes, mais qui est seulement à 1700 vues. Pourquoi? L'explication que je donnerai, c'est le choix du visuel. Tout simplement, j'avais choisi ce visuel-là parce que je le trouvais plutôt esthétique et il exprimait bien ce que je voulais dire, si ce n'est que c'est un visuel qui est extrêmement sombre et qui finalement va être identifié par l'algorithme de LinkedIn comme quelque chose de peu lisible. A contrario, le visuel d'à côté, donc le visuel de gauche, est un visuel qui est hyper clair et sur lequel on distingue concrètement des personnes. Pendant longtemps, j'ai cru qu'en fait, LinkedIn, Google, etc., ne savaient pas lire des images. Alors, bien entendu, ils sont incapables de vous dire ce qu'il y a précisément sur l'image. Ils sont capables de rattacher ça au fait qu'il y ait des visages, qu'il y ait des personnes, etc. Et à partir du moment où vous avez de l'humain et des personnes sur une publication qui sont clairement compréhensibles, enfin visibles, je peux vous assurer que vous gagnez en nombre de vues. Ça, c'est indéniable. Donc, le choix du visuel, privilégiez plutôt des visuels de qualité plutôt que des visuels forcément esthétiques. Après, si vous avez les deux, hein, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est la qualité, la clarté, la lisibilité du visuel qui compte dans les critères de qualité. Le dernier point, l'avant-dernier point, c'est la méthode de partage. Et c'est la question qui a été posée tout à l'heure, je crois, par Jocelyn. C'est est-ce que le fait de partager un article peut, en tout cas un URL, peut freiner ma publication? La réponse est oui. Je vais vous expliquer un truc. Quand vous voulez partager un article, il y a deux possibilités.
soit dans l'article, vous avez sur l'article, hein, c'est un article de blog ou un article de journal ou autre, vous avez, vous savez, le petit bouton partager, partager sur LinkedIn, partager sur Facebook, etc., etc. Si vous avez ce bouton-là, OK, il n'y a aucun problème, vous utilisez le bouton, c'est une fonctionnalité qui est prévue et reconnue par LinkedIn ou par tous les autres réseaux sociaux pour s'intégrer directement, pour partager du contenu directement dans la plateforme. Le problème survient quand il n'y a pas ces petits boutons-là et que du coup, vous allez copier l'URL dans la barre d'adresse et venir coller cette URL directement dans votre post. Le problème, c'est que si vous faites ça, en fait, vous créez une porte de sortie pour l'utilisateur de LinkedIn. Or, pour LinkedIn, le gros avantage, c'est que conserver ses membres le plus longtemps présents sur sa plateforme. Donc, si vous créez une porte de sortie via votre publication en donnant une adresse email qui va envoyer sur l'extérieur, bah, vous allez être pénalisé. Forcément, on va donner moins de visibilité à vos publications. Alors, il y a une façon de contourner l'obstacle. La façon, moi je vous donne le truc, hein, j'ai pas d'action encore dans Buffer. Il y a une solution SaaS qui s'appelle Buffer, c'est un site internet qui va vous permettre de publier directement des contenus sur plusieurs types de plateformes. Que ce soit, bon, vous avez un seul compte Buffer, bah, je crois que je l'ai. Alors, je ne voudrais pas perdre trop de temps en allant sur mon… Hop. Charlène, est-ce que vous voyez mon écran? Allô, allô? Charlène? Oups, pardon, j'ai coupé Oui, mon micro pardon. parce que… Là, j'ai cru que j'avais Oui, été c'est bon. coupé et que je parlais tout seul. Non, non. C'est bon. Est-ce que On vous voit voyez votre mon écran, c'est écran? tout bon. Ok, Oui. donc là, je suis sur Buffer. Si je veux publier quelque chose, vous voyez que j'ai juste à cliquer sur What would you like to share et j'arrive en fait sur une fenêtre qui va me permettre de rédiger un post. Okay. Dans ce post-là, je peux très bien, si je rajoute, alors je sais pas, je vais prendre ça. Hop, hop, hop. Si je rajoute un lien, quel que soit le lien, lui va le reconnaître, il va aller chercher tous les éléments qui se rattachent à ce lien. Et j'ai la possibilité de dire, bah, je veux que ça soit publié sur LinkedIn, sur Facebook, LinkedIn ou Instagram simultanément. C'est-à-dire que je ne fais qu'une seule publication et elle va être publiée sur plusieurs plateformes. Si je vous montre ça, c'est qu'en fait, là, vous contournez l'obstacle du partage de liens, puisque c'est en fait comme si vous utilisiez le bouton partager d'un blog. Donc LinkedIn, au moment où ça va être partagé sur LinkedIn, LinkedIn va le reconnaître en fait quasiment comme du contenu LinkedIn. C'est-à-dire que la personne qui cliquera sur le lien pour lire le contenu aura toujours l'impression de rester dans LinkedIn. Donc forcément, du coup, votre publication ne sera plus freinée. Vous contournez en fait l'obstacle de la création d'une porte de sortie. Ok, Pierre, ouais. Buffer, c'est comme Outsuite, Limber, Agorapulse, c'est tout pareil, hein? Oui, c'est pareil. Oui. Mais Buffer est bon. Enfin, moi, je préfère Buffer. Voilà. Ok. Après, je vous partage mes préférences, hein. Mais en effet, Ok, vous pouvez passer on me par demande dans le Buffer chat ou en fait. Suite. Ouais. Ok. Et c'est gratuit. Vous pouvez publier jusqu'à 3 comptes en version gratuite, je crois. Voilà. Autre critère de qualité, la fraîcheur. Évitez toujours de repartir d'un ancien post. Moi, il m'est arrivé, et je vous ai mis l'exemple ici, parce que j'avais pas le temps et que le sujet était le même, de repartir d'un ancien post. LinkedIn va analyser ça comme un manque de fraîcheur. Et donc, puisque ce n'est pas un nouveau contenu, puisque ce n'est pas quelque chose d'hyper frais, finalement, on ne va pas lui donner un maximum de visibilité. Voilà. Et donc, sur un même article, un même contenu, que ce soit au niveau du visuel ou au niveau du script, etc., bah, finalement, vous allez obtenir beaucoup moins de vues que ce que vous auriez obtenu si vous repartez d'un contenu original. Donc, créez toujours du contenu original. Dernier point, l'intégrité de vos contenus. Vous savez que vous avez la possibilité quand vous publiez quelque chose, de le modifier après qu'il ait été publié. Le problème, c'est que si vous faites ça, en fait, LinkedIn va analyser ça comme une anomalie. Alors, c'est un manque d'intégrité. Alors, tant que vous n'avez pas obtenu de like ou d'interaction, ça ne pose pas de problème.
Okay, mais à partir du moment où vous commencez à obtenir des interactions sur ce que vous publiez, évitez autant que possible de modifier ce que vous avez publié. Pourquoi? Parce que LinkedIn, il va se dire, bah, finalement, il publie un truc, il commence à avoir de la visibilité, il change de contenu. C'est louche, non? Donc, il va émettre un doute. Il va émettre un doute sur l'intégrité de vos contenus. Et donc, forcément, il va avoir tendance à freiner vos contenus. Et je vous ai là encore mis un exemple. Hein. Un contenu que j'avais modifié, donc c'est le contenu sur la droite, qui est exactement le même contenu que ce que j'ai republié sur la gauche. Bah, finalement, modifié, il obtient très très peu de j'aime et très très peu de commentaires, alors que complètement supprimé et republié, il a une portée qui est beaucoup plus importante. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez besoin de modifier, si vous avez un seul like ou très peu de vues, bah, c'est pas grave, hein, vous le perdez et puis vous recommencez tout depuis le début. Par contre, si vous êtes déjà très avancé, utilisez les commentaires pour apporter les modifications plutôt que les modifications directement dans l'accroche. Voilà, ça, c'est vraiment un conseil important. Et Donc, même Fabienne nous dit, même si c'est une correction orthographique, la faire tout de suite après votre publication, avant le premier like, en fait. C'était ça. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'est bien de se relire avant de publier. Voilà. Après, ça arrive, hein, les gens comprennent aussi. Être présent. Donc, vous vous souvenez, hein, c'est dans les clés pour éviter la friend zone, hein, c'est avoir un truc intelligent à dire, savoir le dire, en tout cas, savoir se faire lui donner l'écoute et être présent. Être présent, c'est d'abord être attentif. Quand vous publiez quelque chose et que vous obtenez des likes hein, ou des interactions, regardez qui a liké et qui a interagi. Bah, tout simplement parce qu'il se peut que dans les gens qui réagissent à votre publication, il y a des gens que vous ne connaissez pas encore. Donc, vous allez aller chercher les contacts de deuxième niveau, c'est-à-dire pas vos contacts, mais les gens que vous ne connaissez pas, donc qui seront identifiés avec un petit 2 hein, à côté de leur nom. Et ceux-là, ils sont intéressants parce que bah, tout simplement, c'est des gens qui ont réagi à un pourquoi, un comment ou un avec quoi, donc qui vous ont dit l'intérêt qu'ils avaient par rapport à la problématique, le sujet que vous avez abordé. Donc c'est un signe fort de possibilités de business. Donc si vous ne suivez pas, bah, finalement, vous n'allez pas les contacter. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller traquer vos likes et systématiquement d'inviter la personne qui a liké ou commenté à rejoindre vos contacts et d'embrayer tout de suite avec un message à la personne dans l'idée de comprendre pourquoi elle a liké ou commenté et ce que vous pouvez lui apporter dans la relation que ça amène au travers de LinkedIn. Alors, c'est être attentif. Également, je vous ai au signaux qu'on vous envoie. Excusez-moi, je vais juste interrompre la présentation 2 secondes parce que j'ai un truc qui me gêne sur l'écran. Voilà, je la reprends. C'est être attentif, c'est aussi savoir comprendre en fait où se situe la personne qui interagit avec vos publications dans son processus de décision. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein, le contenu lui-même, hein, le sens de ce que vous partagez va déjà vous en dire beaucoup sur l'état d'avancement, la maturité de décision de la personne qui va réagir ou interagir avec votre publication. Donc, par rapport à ça, il faut savoir, décoder. Une personne qui va réagir à la question du pourquoi, hein, un contenu qui traite du pourquoi, c'est un suspect. C'est-à-dire que c'est une personne qui prend conscience de son besoin. Maintenant, elle ne l'a pas encore exprimé et vous n'avez pas encore établi le contact avec ces personnes. Donc, l'action à mettre en place par rapport à un suspect, c'est en savoir plus sur. C'est-à-dire qu'une personne qui va, par exemple, interagir, que vous ne connaissez pas, qui va vous mettre un commentaire sur le pourquoi, vous rentrez en relation avec lui et par le biais de la fonction message, vous allez lui envoyer un petit message. Si vous voulez, OK, merci d'avoir commenté, etc. Mais si la problématique vous intéresse, est-ce que vous voulez en savoir plus sur, quelles sont vos questions, etc. Donc, c'est chercher à qualifier et surtout chercher à pousser la personne
à passer sur la deuxième phase, qui est la phase de considération. C'est-à-dire qu'elle a pris conscience de son besoin. Maintenant, c'est vous qui allez la pousser par le biais en utilisant les outils qui sont à votre disposition, hein, qui sont la messagerie, le message privé, etc., interne à LinkedIn, j'entends. Vous allez la pousser à passer à avancer dans son processus de décision et rentrer en phase de considération en vous considérant comme une possibilité de business. Et là, donc là, on va traiter du comment. Les personnes qui réagissent au contenu qui traite du comment, c'est des prospects. Vous devez les considérer comme des prospects. Et donc, par rapport à eux, vous allez avoir un appel à l'action, vous allez les inciter à réaliser une action qui est de découvrir via, par exemple, venez découvrir ce que je suis en train de vous dire. OK, voilà ce que vous devez faire pour résoudre votre problématique. Maintenant, vous avez envie de savoir comment le faire concrètement et avec quoi, vous pouvez aller télécharger mon e-book sur telle page, etc., etc. Donc, vous allez apporter une valeur ajoutée qui n'est pas forcément hébergée sur LinkedIn, mais vous pouvez aussi lui dire, écoutez, vous avez réagi à cet article du comment, vous serez certainement intéressé par l'article du avec quoi, pardon, que je viens de publier. Je vous donne le lien tout de suite, comme ça vous vous assurez que la personne va voir le contenu. Et puis le troisième niveau, c'est le avec quoi. Les personnes qui réagissent sur un article qui traduit avec quoi, il ne faut pas vous poser de questions, hein, c'est des leads. Donc là, l'action qui doit suivre, c'est parlons-en de vive voix. Ok, Pierre, il est 14h38, les gens nous quittent petit à petit, on a complètement explosé le temps. Vous avez encore beaucoup de slides? Je vais passer celui-ci et je vais rentrer sur la partie être entreprenant, tout simplement pour vous dire, il y a un moment où il faut raccrocher LinkedIn et passer à l'action. Donc, le premier type d'action, c'est soyez clair sur vos intentions. Dès qu'on vous demande en contact, quand une personne vous demande en contact, demandez-lui ce qu'il attend de ce contact. Et j'ai fait l'exercice parce que je reçois beaucoup de messages suite à ces webinaires et je me rends compte que finalement, les gens n'arrivent pas à se positionner dans une démarche commerciale. Moi, quand je demande à un contact ce qu'il attend de cette mise en relation, il dit que de ses contacts LinkedIn, il dit qu'ils connaissent les services que je propose. C'est pas ça. Oser répondre, j'attends de générer du business, quoi. Voilà. Être entreprenant, pardon. Alors, hop. Être entreprenant, je vous l'ai dit, on qualifie, on crée des appels à l'action. Charlène, j'ai utilisé votre profil. Être entreprenant, c'est en fonction de la qualification que vous avez donnée à la personne qui réagit à vos contenus ou qui vous contacte, c'est savoir utiliser la fonction message. Alors, toujours en contextualisant et en appelant à l'action. Contextualisant, la personne a réagi à une de vos publications, vous lui rappelez qu'elle a réagi à cette publication et vous lui amenez un appel à l'action pour qu'elle passe à l'étape suivante. Vous pouvez également la ramener sur une landing page de votre site en vous disant là je vous dis tout et vous aurez plein de trucs. Et après, donc ça c'est pour les suspects et les prospects. Après vous avez les leads. Vous avez des gens qui directement vont se positionner dans une optique de vente. Et ça se traduit sous différentes termes, formes. Il y en a, ça peut être des commentaires directs, enfin des demandes directes dans les commentaires. Vous voyez, je vous en ai mis une que j'ai reçue. Ça peut être des demandes directes par messagerie, où les gens vous disent, après ce que vous avez publié, voilà, moi je recherche des formations sur LinkedIn, je recherche ça, etc., etc. Voilà. Donc, je vous ai mis ces exemples-là pour vous dire, ça marche, hein. Il y a vraiment du concret. Maintenant, ça nécessite aussi du travail. Ça ne nécessite pas simplement de faire des contacts et de publier des trucs sans analyser les signaux qu'on vous envoie en retour. Et j'espère vous avoir apporté aujourd'hui un peu de façon d'analyser. Dernier point, c'est les indicateurs. Cherchez à progresser en permanence. Vous avez, je vous ai mis, à partir du moment où vous avez un compte LinkedIn, vous avez accès à cette page qui s'appelle le Social Selling Index, qui vous est propre, hein, il n'y a que vous qui y avez accès. Donc vous tapez, vous avez une session LinkedIn ouverte, vous tapez www.linkedin.com/sales/SSI et LinkedIn va vous attribuer un score selon 3 critères qui sont votre capacité à construire votre marque professionnelle, à trouver les bonnes personnes, à échanger des informations et à établir des relations. Et en fait, il va vous noter sur 100. En dessous de 50, ça veut dire que vous n'avez aucun impact, aucune capacité de générer du business. À partir de 50, entre 50 et 65, c'est que vous commencez vraiment à être pertinent. Et à partir de 65 jusqu'à, alors le maximum que j'ai vu, moi, c'est 95.
là, vous êtes quand même dans une très bonne maîtrise de l'outil. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser cette page-là, cet indicateur-là, pour savoir où est-ce que vous pêchez. Est-ce que vous pêchez parce que vous ne savez pas construire votre marque professionnelle, parce que vous ne savez pas identifier les bonnes personnes ou échanger des informations, etc., etc. Et là, j'ai fini. Donc, juste pour vous dire une dernière chose, je vous rappelle la présentation et le groupe WhatsApp. Je pourrai répondre à toutes vos questions sur le groupe WhatsApp, n'hésitez pas. La présentation sera disponible à partir de ce soir ou plutôt demain matin en téléchargement à l'adresse qui est ici. Juste pour vous dire, j'en profite quand même, on est une agence digitale, on ne fait pas que du LinkedIn, on fait tous les services d'une agence digitale, depuis la stratégie jusqu'à l'animation de votre présence en ligne. Pour ma part, j'en ai fini. J'ai vraiment, je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir été fidèle au travers de ces 3 webinaires et surtout de tous les messages que j'ai reçus à côté, au travers du groupe WhatsApp, hein, mais également les messages de LinkedIn, etc. C'est vraiment très très sympa comme expérience et j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler ça. Voilà, Charlène, je vous laisse la parole. Merci Pierre. Est-ce qu'on reste encore 5 minutes ensemble pour répondre à quelques questions? Moi, j'ai le temps. Allez, vous êtes encore, je vais être très transparente avec vous, vous êtes encore 178 précisément connectés. Donc, je vais encore prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. On a beaucoup de remerciements qui me disent merci pour la qualité de ce webinaire, c'était très intéressant. OK. Allez, question efficace. Est-ce que vous pouvez nous dire si la publication des heures et des fréquences dépendent aussi de notre cible recherchée, notamment la différence France et à l'étranger? Et dans la même veine, pardon Pierre, j'ai la même personne, c'est Anastasia, qui nous demande, quand elle publie un post, vu qu'elle maîtrise plusieurs langues et que sa cible est multilingue aussi, est-ce qu'elle doit le publier en plusieurs langues? Alors, ça c'est une vraie question, ça. Enfin, il y a 2 questions là en fait. La première, j'y ai déjà répondu la semaine dernière. Alors, à moins que je perçoive mal la réponse, la question, mais grosso modo, est-ce qu'il y a des moments plus propices pour publier que d'autres? C'est ça? Oui, mais pour une cible étrangère. Ah, pour une cible étrangère. En fait, ça rejoint donc ma compréhension. Moi, je ne sais pas vous dire. En fait, il n'y a pas de règle fondamentale. Ça dépend vraiment des caractéristiques et des caractéristiques de votre propre réseau. Mon réseau, je sais vous dire quand est-ce qu'il faut que je publie ou que ça sert à rien. Le réseau de quelqu'un d'autre n'aura pas du tout les mêmes réactions. Donc c'est vraiment l'habitude, mais c'est un critère à observer, hein. Mais c'est vraiment l'habitude qui vous dira à quel moment il est opportun de publier. Maintenant, concernant les pays étrangers, je vais quand même mettre un bémol. C'est pendant les heures d'ouverture, hein. S'il y a un décalage horaire, c'est pas la nuit. Il est 3 heures du matin chez eux, vous obtiendrez pas forcément beaucoup de retours. Si je vous dis ça, c'est que en fait un poste, ça a une durée de vie qui est quand même relativement courte, hein. Vous le voyez tous, il y a énormément de choses qui circulent dans un fil d'actualité, donc le poste il tombe facilement dans le bas du fil d'actualité. Moi, j'estime personnellement la durée de vie d'un poste à 2 jours si vous ne faites rien et 3 jours si vous interagissez. Alors, j'ai zappé cette partie-là, mais interagir, ça veut dire répondre à tous les commentaires et être présent sur le fil de conversation. À partir du moment où vous publiez quelque chose et qu'on vous a donné des commentaires, enfin qu'on vous pose des questions ou qu'il y a des commentaires, il faut répondre à tout. Alors des fois c'est polémique, donc il vaut mieux inviter la personne à aller se rejoindre en message privé. Mais il faut répondre à tout, ça vous permet de prolonger la durée de vie du post et de votre publication. Très bien. Je continue. J'essaie d'en poser encore deux autres. Le crédit social, vous en avez parlé tout à l'heure. Clotilde nous demande, peut-on avoir accès à la note que nous attribue LinkedIn? Non. Hors le SSI qui est autre chose, hein. Sinon, on ne peut pas. Ouais, ça on peut pas. Le crédit social, on peut pas. Mais on le mesure très vite, hein. On le mesure, enfin vous le savez très vite. Vous publiez un truc et vous voyez combien de personnes le voient. Vous allez tout de suite voir. Avant la première interaction, vous allez tout de suite voir si vous êtes plutôt dans les 10% de vos contacts ou dans les 4% de vos contacts.
Ok. Et justement, à partir de combien de vues, nous demandait Damien tout à l'heure, ça fait déjà un petit moment, à partir de combien de vues on peut estimer que le post est de qualité? Tout va dépendre du nombre de contacts? Ben, ça va dépendre, oui, forcément. Alors, ça, c'est une réponse un peu trop quantitative à mon goût, mais et pas assez qualitative. Mais forcément, il y a un aspect mathématique. Plus vous avez de contacts, même si, enfin, si vous avez 1000 contacts et qu'il n'y a que 4% qui le voient, ben, ça fait toujours 400 contacts. Non, 40, 40? ok, 40? 40 contacts, pardon. Si vous avez que 100 contacts et qu'il n'y a que 4% qui le voient, ça ne fait que 4, hein. Donc forcément, il y a un aspect mathématique à prendre en considération. Maintenant, je vais vous partager mon critère de qualité. Mon critère de qualité, il est un post et un post qui a marché à partir du moment où le nombre de vues est supérieur à votre nombre de contacts. Ok, Si vous avez 1000 contacts et que vous avez 5000 vues, c'est un post qui a marché. d'accord. Ok, quels critères LinkedIn considère pour évaluer ce que vous avez appelé tout à l'heure la qualité du contenu? C'est les critères que je vous ai partagés hein, aux différents. Est-ce que c'est il y a le choix du visuel, il y a l'intégrité de ce que vous partagez. Est-ce que vous avez modifié, est-ce que vous n'avez pas modifié? Ouais. Il y a le fait, la porte de sortie, est-ce que vous créez ou pas une porte de sortie, etc. C'est les 4-5 critères que j'ai partagés avec vous, hein. Est-ce que c'est du contenu? Il y a la fraîcheur. Est-ce que c'est un contenu que vous avez déjà utilisé, qui est partagé, ou est-ce que c'est un contenu 100% nouveau et original? Tout ça, c'est des critères de qualité. Et maintenant, attention, hein, là encore, hein, moi, j'ai pas, c'est comme Pins, hein, on a jeté la clé, hein, la recette au fond d'un puits dont on a jeté la clé. Mais j'ai pas accès au contenu de l'algorithme de LinkedIn. Et c'est des choses qui sont assez confidentielles. Ce que je vous dis là, c'est vraiment du retour d'expérience. Voilà, c'est du factuel basé sur l'expérience. Ok. On avait une question au tout début de webinaire de Patrick qui nous disait comment savoir qui suit ma page entreprise? Comment savoir qui suit votre page entreprise? Je ne sais pas. Leur demander? Ok. Non, parce que vous voyez le nombre de followers que vous avez sur la page, mais vous ne voyez pas les noms, je crois. Ouais, Euh, c'est ça. mais je crois je crois qu'il y a une fonction, la communauté. Mais la page entreprise, c'est un sujet pour moi qui est éloigné du social selling. Ça rentre dans ce qu'on appelle l'employé advocacy. Mhm. La page entreprise, c'est plutôt dans une logique de syndication et de mise en commun de contenu pour faire du social selling. Donc ça, c'est pas un truc, ce paramètre-là, je ne sais pas vous répondre. C'est pas là où je suis le meilleur, si je peux être présomptueux. D'accord. Est-ce que l'idée, c'est d'écrire un article et le lendemain de faire un simple post avec le lien sur l'article que l'on a écrit? Est-ce que ça fonctionne? C'était là qui nous demande ça. Alors, écrire un article dans LinkedIn ou écrire un article sur son blog, c'est pas pareil. Ouais, je pense qu'elle voulait dire sur LinkedIn, mais Alors, je ne suis pas le certaine. principe, c'est, oui, vous écrivez votre article dans LinkedIn et vous le publiez après dans votre fil d'actualité. Si vous vous contentez juste d'écrire votre article, il sera visible, hein, il sera visible, accessible et il vous sera attribué. Les gens verront que vous avez publié un article. Par contre, si vous le publiez, vous lui donnez, en respectant tout ce qu'on vient de se dire, vous lui donnez un écho qui est un écho supplémentaire. Si je fais le distinguo entre un article LinkedIn et un article de blog, un article de blog, c'est l'idéal, hein. Vous avez un blog sur votre site internet, c'est votre territoire d'expression. Donc, si vous êtes capable de rediriger du trafic de LinkedIn directement sur sur un billet de blog de votre site internet, vous êtes aussi capable d'avoir un appel à l'action qui puisse être considéré comme une macro-conversion à la fin de votre blog. Grosso modo, je fais un article sur créer votre site internet gratuitement en 3 étapes. Je dis n'importe quoi, hein, voilà. Et à la fin de l'article de blog, si c'est hébergé sur mon site, j'ai très bien tout à fait la possibilité de dire cliquez ici pour le faire. Ok. Voilà, donc, Donc, elle parlait bien, Stella parlait bien d'un article qu'elle avait publié sur LinkedIn. Et voilà, ok. votre précoce, c'est bien de faire un post, par exemple, le lendemain. Voilà, tout à fait. Ok,
Très bien. Est-ce que Arnaud nous demande, est-ce que Pierre pourra rajouter sur la présentation les seuils qu'il avait évoqués sur la note de son compte LinkedIn, les correspondances, etc. Les seuils, c'est-à-dire, j'ai pas compris la question. Je pense qu'il fait référence Ça y est, au nombre j'ai de compris. contacts que vous avez évoqués. Sur le, non, non, est-ce que c'était pas sur le Social Selling Index jusqu'à 50, entre 50 et 65 et au-dessus de Oui, 65? oui. Je pense que ça doit... Oui, c'est ça, il nous dit oui, Arnaud. Merci. Difficile de le rajouter. Ce que j'invite Arnaud à faire, c'est de s'inscrire dans le. Je ne fais pas la promotion du groupe, hein, c'est pas le débat. Mais ça, c'est typiquement le genre de groupe de questions auxquelles je peux répondre directement dans le WhatsApp. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Ok, très bien. Je réponds à Murat qui nous demande s'il y aura la possibilité de revoir ce webinaire. Oui, bien sûr, il est enregistré et il y aura un replay qui sera disponible dès ce soir ou dès demain. Merci pour cette dernière séance. Écoutez, il est 14h53. Je vous propose d'arrêter. C'était très intéressant. Vous êtes encore plus de 130 à être avec nous, donc c'est chouette. Je reprends simplement la main 2 secondes pour vous annoncer peut-être le programme des prochains webinaires parce qu'il y a encore pas mal de choses. Hop, je reprends la main, je vais vous montrer mes slides. Simplement, voilà, pour vous dire que je vous donne rendez-vous demain, jeudi 30 avril, à 13h30, toujours à 13h30, pour parler comment préparer la reprise du travail avec la reprise du travail de ses salariés. Avec un avocat du cabinet CMS Francis Lefebvre. Je vous retrouverai également lundi, toujours à 13h30. Nous échangerons autour de comment préparer la reprise d'activité, quelles mesures pour protéger ses salariés et avec quels équipements. Je serai accompagnée de 2 personnes de la médecine du travail. Ça sera un jeu de questions-réponses et ça sera, je pense, très intéressant aussi. Et enfin, jeudi prochain, on parlera ressources humaines, réussir la reprise d'activité avec ses équipes. Jeudi 7 mai à 13h30 aussi. Voilà. Je vous remercie. Merci Pierre Bon pour cette série de webinaires très intéressants. J'espère vous retrouver rapidement. À très bientôt Et à promis, tous. je ne me tromperai plus sur mon prénom. Bon après-midi, à très bientôt. Bon après-midi. Merci.